Alors je vais sûrement avoir des gens qui vont me dire mais t'es complètement folle de dire ça, blablabla. Et en plus, comme c'est un clochard. Une grosse gens diraient du dinosaure, je vais dire deux, trois termes. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Alors je vais sûrement avoir des gens qui vont me dire mais t'es complètement folle de dire ça, blablabla. Mais je suis désolée, je crois que j'ai envie de pas passer un coup de gueule, mais en tout cas en parler. Je trouve que ce qui se passe en ce moment au niveau des relations, en tout cas homme-femme, c'est assez catastrophique et heureusement pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde en tout cas. Je pense que vous aussi, vous avez, si vous êtes célibataire, vous devez avoir des parents qui vous disent mais à ton âge, je comprends pas, on n'était pas célibataire, on se prenait pas la tête, on avait tout le temps des mecs, des meufs, des trucs, des machins. Sauf qu'aujourd'hui, je remarque quand même dans mon entourage, heureusement il y en a qui sont en couple, mais il y en a aussi beaucoup qui sont célibataires et qui galèrent à avoir un mec, sans parler d'un mec bien, mais en tout cas un mec. Et en fait, moi, j'ai parlé avec beaucoup de mes copains mecs, du coup, qui m'ont dit, mais Pia, tu te rends pas compte, on peut plus draguer comme ça. Genre, à chaque fois que on l'a fait ou quoi, soit la meuf, elle nous a, genre, mis un gros vent, soit on a l'impression de faire un truc horrible. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai sujet sur le fait que aujourd'hui, alors c'est bien maintenant, les applications... on a complètement banalisé la rencontre sur l'application, mais déjà je trouve ça extrêmement triste. Mais en fait, on ne se fait plus draguer, tout simplement, genre par des... quand je dis draguer, par des mecs normaux. Pas par des gros lourds, etc. Parce que ça, voilà, ça existe. Mais je vous parle de mecs normaux. Ils sont où les mecs normaux qui viennent juste t'aborder parce que, je sais pas, ils t'ont trouvé belle dans un restaurant. Je sais pas, genre juste un truc normal, une fluidité, une rencontre fluide. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué parce que, je parle pas des gros affreux qui ont fait des choses horribles et donc du coup forcément c'est tout à fait normal qu'on en parle, qu'ils ont eu des peines, etc. machin, mais je vous parle de mecs normaux. Où sont-ils? Juste avoir une rencontre normale, quoi. J'ai dit beaucoup de fois normal, mais parce qu'en fait, je trouve ça pas normal. Donc dites-moi si vous pensez comme moi, parce qu'en fait j'entends beaucoup de témoignages en mode ouais les mecs on en a marre, trucs, ils sont lourds, ils sont lourds. Oui, ok, mais on n'entend pas trop les meufs et pourtant il y en a plein, croyez-moi, il y en a plein qui pensent comme moi, juste on n'ouvre pas notre gueule. Ils sont où les mecs juste qui ont des couilles, excusez-moi du terme, et qui viennent te voir et qui te disent, je sais pas, qui te filent leur numéro, qui te disent bah écoute je t'ai trouvé hyper belle, je sais pas. Je sais pas si je me suis bien exprimée là et j'ai peur de recevoir des foudres énormes, mais je pense pas être la seule à penser comme ça. On atteint ici le sommet de l'hypocrisie de la femme moderne. Elle se plaint que les hommes n'ont plus de couilles pour l'aborder dans la rue, tout en ignorant qu'elle appartient à la génération qui a criminalisé la moindre interaction spontanée. Elle veut la fluidité d'une rencontre de film romantique, mais elle oublie que le moindre regard, un peu trop appuyé, est aujourd'hui étiqueté comme du harcèlement. Les hommes normaux, dont elle parle, ne sont pas devenus lâches, ils sont devenus prudents. Ils ont compris que le risque de finir sur les réseaux sociaux avec une étiquette de charreau ne vaut pas les beaux yeux d'une inconnue au restaurant. Elle s'étonne du succès des applications, mais c'est le seul endroit où le consentement à l'interaction est explicite et sécurisé pour l'homme. Elle veut que l'homme prenne tous les risques, le risque du râteau, le risque de la réputation, le risque juridique, pendant qu'elle se contente d'attendre d'être trouvée belle. C'est une vision de la séduction totalement asymétrique. Elle exige de la virilité à l'ancienne, tout en validant un système qui la punit. Si les hommes ne vous abordent plus, ce n'est pas un manque de testostérone, c'est une simple analyse bénéfice-risque. Vous avez voulu un monde de procédures et de méfiance, bienvenue dans le silence des restaurants. Allez, enlève ton rembourrage. Grave gaze, là, on se prépare à te juger. C'est du... Pas discuter 50 ans avec lui. Hein. Ton gros visage, on dirait du dinosaure. Je vais dire deux, trois termes. Parce que t'as vu, moi là, déjà, j'ai pas ton âge, mon gars. Toi là, monsieur là. Tellement personne te donne du gaz. C'est pas parce que t'es moche là que personne veut répondre à tes DM que tu dois venir réagir à des vidéos de meufs. Des vidéos de meufs pour terminer leur corps. Pour dire ouais, y'a ci, ouais, y'a ça.
ton babier. Qui t'a demandé de réagir? Qui t'a demandé de réagir? On n'a même pas ton âge, frère. Voilà, ta grosse barbe même pas taillée là. Voilà, mais en fait, vous, c'est quoi dans le quoi là? Enlève ton rembourrage. Tu vas là, viens seulement. Les 2 boules d'attiqué là t'attendent. Viens retirer le rembourrage. Homme là, masculin. Avec une aime entre les jambes, tu viens réagir pour juger le corps d'une meuf. Mais toi, t'as vu ça où toi? Donc c'est moi là, mon compte là, à 17 000 abonnés, tu veux venir gratter des vues? Je comprends pas. On nous dit ça, la dernière fois de ta vie là, tu réagis à ma vidéo comme ça. Pour dire ouais, retire ton rembourrage, je sais pas quoi. Réagis pas à ma vidéo, mon ref. Toi et moi, on se connaît pas. À ton grand âge là, c'est mieux d'aller chercher un travail, s'il te plaît. On a compris que tu n'as pas de contenu, tu n'as pas d'inspiration. Mais ne viens pas réagir à des vidéos de meufs pour juger leur corps, leur physique. Ouais, retire ton rembourrage, ouais, c'est des fausses fesses. Tu me connais toi? Est-ce que toi tu me connais dans la vraie vie? Tu sais j'habite où? Est-ce que tu connais mon vrai prénom? Moi je t'ai dit, hein, c'est la dernière fois de ta vie là, tu réagis à ma vidéo comme ça. Mais personne te donne du gaz, personne te donne de la sophore. S'il te plaît, réveille-toi. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, si t'as quelque chose encore à dire là, je t'envoie mon numéro en privé, tu vas parler directement français. T'as quelque chose à dire, tu viens en bâtiment, tu vas parler devant ma mère. T'as pas femme là? Personne veut de toi, c'est le top. Tu veux réagir à ma vidéo? Oui, retire ton rembourrage. Viens retirer. Pécile, va chier. Vous êtes malade dans votre tête ou quoi? On assiste ici à une perte de contrôle totale face à la critique. Cette femme explose parce qu'un homme a osé pointer du doigt l'artifice de son physique, notamment l'utilisation de rembourrage. Au lieu de répondre sur le fond ou d'ignorer, elle bascule immédiatement dans l'insulte personnelle, le shaming sur l'âge et la solitude supposée de son détracteur. C'est la réaction typique de l'ego blessé qui, n'ayant aucun argument pour justifier ses faux-semblants, tente de détruire socialement celui qui a démasqué la supercherie. Elle invoque sa communauté de 10 à 7 000 abonnés comme un bouclier, accusant l'autre de gratter des vues, tout en menaçant de donner son numéro ou de régler ça devant sa mère. Ce mélange d'agressivité de cité et de victimisation féminine est révélateur. Elle ne supporte pas que l'on brise l'illusion qu'elle vend sur Internet. En s'attaquant au physique de l'homme pour défendre son propre droit à la falsification corporelle, elle prouve exactement ce qu'elle essaye de nier. Sans ses artifices et ses filtres, il ne reste que l'insécurité et la violence verbale. Cher, les hommes n'investiront jamais dans des femmes qui ne sont physiquement pas leur type. Donc pourquoi est-ce que sur cette terre, les femmes investiraient dans des hommes qui ne sont financièrement pas leur type? Je pose ça là. Vous êtes au courant qu'elle croit qu'elle a d'être ça? Là, pour elle, c'est punchline de zinzin. Avant que je commence cette vidéo, j'aimerais qu'on parte sur une base commune. Arrêtons de donner du crédit à des propos qui concernent nos vies, la gestion de nos couples, de nos comptes, voire même de nos sentiments, à 100%, venant de personnes qui nous montrent 15%, voire 20% maximum de leur vie. Maintenant, ce qui est intéressant avec ces personnes qui vous donnent ce genre de conseils, c'est qu'on peut voir leur point de départ. Mais vu que je suis quelqu'un qui n'attaque jamais le messager, mais principalement le message, on va commencer par le message. Les hommes n'investiront apparemment jamais sur une femme qui n'est pas leur style physiquement. Alors déjà, partons du principe qu'on parle d'hommes majeurs et vaccinés, potentiellement matures. On investit sur une femme avec qui on va avoir de la complémentarité, un attachement émotionnel sécurisant, la douceur et l'énergie féminine, les valeurs et la vision d'une vie commune, le soutien et l'encouragement dans les ambitions, le respect et surtout l'admiration sincère, pas pour notre portefeuille, la loyauté et la fidélité absolue. Et bien évidemment, de manière primordiale, la paix émotionnelle. Voilà sur quoi, peu importe ses moyens, un homme décide d'investir sur une femme. Peu importe ses moyens. Un homme concentré n'investit jamais sur une femme pour son physique. Une femme est humaine, ça vieillit, ça se maquille parfois. Certaines font de la chirurgie, d'autres ne supportent pas de faire des enfants. Donc forcément, si tu pars sur la base du physique, désolé d'être honnête, mais ton retour sur investissement va être foiré. Oui, parce qu'un humain ça change et on n'est pas à l'abri d'un accident naturel entre guillemets. Les choses de la vie, de la vraie vie. Elle oppose deux choses qui n'ont rien à voir. L'attraction physique, c'est instinctif. Ça se décide en 3 secondes. C'est biologique. Par contre, l'investissement financier, c'est conscient, c'est risqué et c'est un risque calculé. Donc, c'est avant tout un choix. Du coup, j'ai une question à laquelle on n'a jamais et éternellement aucune réponse. Quel est votre investissement? Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous posez sur la table lorsque vous rencontrez votre type financier? Tic, tac. Toujours pas de réponse. Bref, pour en revenir au messager finalement, quelle est la différence entre elles, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, et les politiciens? Il n'y en a aucune. C'est surtout faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Et on a eu très récemment l'exemple de Bouchra,
la femme de Mamad, qui nous a tous expliqué face caméra qu'elle ne voulait pas pour sa fille un homme smicard. Alors que quand tu prends son cheminement et sur quoi elle a capitalisé aujourd'hui, on parle d'une femme qui s'est mariée avec un mec qui n'avait pas de travail à l'époque, qui n'était même pas smicard. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Et là, on parle quand même d'une femme qui a longtemps capitalisé et créé sa base de communauté sur la fétichisation, la haine, voire peut-être même l'admiration des couples mixtes. Et malgré ça, tout le monde sera d'accord avec elle. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais je sais que tu te laisseras quand même endoctriner par des gens qui montrent 15% du meilleur de leur vie pour faire des vues. En tout cas, on sait que derrière le « je pose ça là », on a une fille qui cherche une nouvelle vague à surfer. En vous expliquant de manière détournée qu'il est normal que des femmes marient des portefeuilles et des hommes des physiques. Ouais. On atteint ici le sommet du cynisme déguisé en pragmatisme. Cette femme tente de justifier l'hypergamie la plus crue par une fausse équivalence biologique. Si l'homme choisit un physique, la femme doit choisir un portefeuille. C'est une vision du couple réduite à une vulgaire transaction entre un client et un prestataire de service. Elle oublie qu'un homme mature n'investit pas dans un physique qui est un actif périssable, mais dans une partenaire capable d'apporter paix, loyauté et soutien. Le plus ironique, c'est que ces donneuses de leçons sont souvent les premières à ne pas appliquer leurs propres préceptes. Elles vendent du rêve à des jeunes filles en leur disant de ne pas accepter de smicard, alors qu'elles-mêmes ont souvent construit leur vie avec des hommes qui n'avaient rien au départ. C'est le syndrome du « faites ce que je dis », pas ce que j'ai fait. Elle capitalise sur la fétichisation et le buzz pour surfer sur une nouvelle vague de matérialisme décomplexé. En réalité, si vous basez votre relation sur un type financier, ne vous étonnez pas d'être remplacé dès qu'un modèle plus récent apparaîtra sur le marché. On ne bâtit pas un empire sur un compte en banque, mais sur des valeurs que l'argent ne pourra jamais acheter. Pourquoi certaines femmes deviennent agressives, dominantes et même violentes alors qu'elles sont avec un homme calme? Il y a des violences qui ne laissent pas forcément de bleu, pas de traces. Les cris, le mépris, la manipulation, la pression émotionnelle, l'humiliation. Quand un homme est calme, patient et conciliant, certains y voient de la maturité. Mais malheureusement, d'autres y voient une permission. Le problème, c'est que quand un homme subit ce type de violence, on ne parle pas de violence. On va dire, bon, ce couple, il est compliqué, sa femme, elle a du caractère, c'est à lui de s'affirmer. Le truc, c'est que si on inverse les rôles, le mot violence, il ressort directement. La question, c'est pas les hommes contre les femmes, qui est plus violent que qui. La question, c'est de se dire pourquoi est-ce que quand c'est une femme qui commet ce genre de choses, la violence est invisible. La violence n'a pas de genre, elle s'exprime de bien des façons. Et il faut qu'on en parle, parce qu'elle est beaucoup trop banalisée. Ce discours met en lumière une réalité trop souvent ignorée. La violence féminine, subtile mais bien réelle, exercée sur des hommes calmes et conciliants. Cris, manipulation, pression émotionnelle, humiliation, autant de formes de violence qui ne laissent pas de traces visibles, mais qui détruisent tout autant. Pourtant, quand un homme subit cela, on minimise, on banalise, on justifie en disant que sa femme a du caractère et qu'il doit s'affirmer. Le vrai problème n'est pas de savoir qui est plus violent, homme ou femme, mais pourquoi la violence féminine reste invisible et impunie. Cette invisibilité est un biais social qui empêche de reconnaître que la violence n'a pas de genre. Elle peut être psychologique, émotionnelle, et elle détruit silencieusement. Il est temps d'en parler ouvertement, de briser ce tabou, car nier cette réalité ne fait que perpétuer la souffrance de nombreux hommes qui subissent en silence. Les hommes comprennent pas grand-chose à la sexualité parce qu'ils voient des vidéos qui jouent sur des rapports de domination. La femme à la cuisine parce que on leur a dit toute leur vie qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et qu'ils sont dominants dans cette société. Ce qu'ils veulent, c'est une femme docile, une femme qui dit oui à tout. Et certaines femmes sont d'accord avec ça. Du coup, ces hommes-là, comme ils ont un fantasme de ce qu'est le corps féminin, et c'est dingue parce qu'ils ont le même cerveau, ils ne vont pas satisfaire le sexe féminin. D'ailleurs, ils détestent tellement les femmes que parfois, si l'un d'entre eux ressemble à une femme ou souhaite devenir une femme, il déteste ça. Alors qu'en vrai, ça changerait rien à sa vie. Mais comme il est con, il aime bien embêter les autres.
au lieu de comprendre sa partenaire, il va penser que le rentre-dedans, c'est bien. Alors qu'une femme ne fonctionne pas comme ça. Dans un utérus, il y a aussi cette zone qui est très importante et qu'il faut stimuler. Pas que la pénétration. C'est là où une femme prend le plus de plaisir. Mais 90% des hommes ont la flemme de réfléchir et prennent uniquement leur plaisir. Voilà. C'est dans tous les bouquins sur la sexualité. Mais ils ont la flemme, puisque c'est moi je. D'ailleurs, les hommes sont responsables de 80% des agressions sexuelles. Est-ce que ça fait d'eux tous des prédateurs? Non. Mais c'est toujours eux. Et il faut le dire. Pour que les hommes apprennent à aimer les femmes, il faut déjà qu'ils les fréquentent plus. Et surtout, qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle afin de les éduquer. Et comme ils y trouvent aucun intérêt, ils s'en foutent. Ils préfèrent même, certains, s'instruire sur comment aimer une femme en cherchant la validation masculine. Le masculinisme. Autrement dit, la frustration d'être un homme parce que les femmes sont pas assez dociles. On ne va pas chercher leurs problèmes, on va simplement s'opposer, car on est en compétition. On atteint ici le sommet de l'aliénation, un homme qui se fait l'avocat du diable en reprenant point par point les pires clichés misandres. Il réduit ses semblables à des prédateurs paresseux, incapables de comprendre la sexualité autrement que par la domination. Selon lui, 90% des hommes seraient trop fainéants pour s'intéresser au plaisir de l'autre, enfermés dans un égoïsme biologique et une haine viscérale du féminin. C'est un discours qui ne cherche pas le dialogue, mais la flagellation collective. L'homme est coupable par nature et doit être rééduqué. Ce qui est fascinant, c'est cette volonté de pathologiser la virilité de l'intérieur. Il présente les rapports homme-femme comme une compétition où l'homme, frustré de ne plus trouver de partenaire docile, se vengerait par le mépris. En amalgamant statistiques de criminalité et comportements individuels, il crée un climat de guerre des sexes où ses propres pairs ne sont plus que des adversaires à formater. C'est la négation même de toute solidarité masculine au profit d'un ressentiment qui ne produit que de la division et de l'autoflagellation. Et en plus, comme c'est un clochard, Clarisse et moi j'ai payé les Airbnb pour qu'il baise une autre meuf. Ma story time, elle a un thème, parce qu'en fait c'est des thématiques. Mon thème c'est pourquoi les bougs, ils veulent trop pas dire qu'ils ont des enfants. Voilà. Donc en 2023, moi je bossais et tout dans un centre commercial. Ça faisait déjà un peu plus d'un an que je bossais là et tout. Et ça faisait quelques mois, j'avais remarqué, dès mon œil sournois, je peux le dire parce que de toute façon je l'ai bloqué sur TikTok, donc il ne saura jamais à quel point je le trouvais beau. Oh là là. Un rêve éveillé comme ça devant moi. Donc on travaille dans le même centre commercial et on est aussi dans le même chic-up. Parce que c'est un centre commercial, il y a plusieurs étages, plusieurs zones et tout, on est dans la même zone. Ça veut dire... Et moi, j'étais responsable de magasin. Donc, je suis un peu stressée. Quand je parle, je me ressens un peu émue. Je faisais souvent les ouvertures, donc j'étais souvent là très tôt le matin pour réceptionner les livraisons et tout. Et lui, comme il bossait, là où il bossait et tout, il gérait aussi un peu les livraisons. Ça veut dire, souvent, on se captait le matin, tu vois, il n'y a personne dans le centre commercial, mais moi, je le voyais passer, il me voyait et tout. Bref. Donc, au fur et à mesure du temps, à force de passer, on se voit, en fait. On se voit, on se regarde. Donc, au bout d'un moment, un petit hochement de tête pour se dire bonjour. Mais vraiment, on ne s'adresse pas la parole. Juste, on se voit à travers la vitre. Un hochement de tête, c'est pas la mort, tu vois. Mais déjà, moi, je suis en mode... Je vous ai pas décrit le spécimen très grand. Presque 2 mètres. Je sais plus exactement quelle taille il faisait. Presque 2 mètres, très grand. Renois, dark skin. Oh my God. Au début, il avait des cheveux, après il a rasé, mais toujours bien tressé et tout. Un peu ambiance basketteur, tu vois, le style. Oh là là, mais tellement beau, je peux pas en fait. Je peux pas vous décrire parce que je vais crever tellement je le trouvais beau. Et bref, on en arrive à un jour où quand moi je sors les péter une clope, lui il sort pour aller au local, je sais pas ce qu'il va faire. Donc, on marche ensemble vers l'extérieur. Il me dit ça va et tout. Je dis ça va et toi. Mais j'étais tellement dégueulasse ce jour-là. Tellement là. J'avais une dégaine terrifiante. Cette vie, elle est terrifiante. Il me dit ouais, ça va faire un moment et tout. Je vais te demander et tout comment tu t'appelles et tout.
Donc je lui dis, je m'appelle Elena et toi? Il me dit Sambalaz et tout. Je dis, ok, enchanté, nan. En fait, pour que vous compreniez mon état, j'aime trop. J'ai un problème psychologique avec les hommes grands de taille. Voilà, les hommes très grands, quand je dis grand, c'est au-dessus d'1m85. Clairement, je bégaye. Clairement, j'arrive plus à avaler ma salive tellement je peux suffoquer en fait. Je peux m'évanouir. Et là, le boug, non seulement il est grand, en plus il est incroyablement beau. Une peau, un sourire, des dents clean. Tout beau quoi. Vous comprenez ça veut dire quoi beau? Trop beau. Bref. Donc il me dit ouais ça fait un moment et tout, je voulais te demander comment je t'appelle et tout. Alors je dis bah voilà je t'ai dit. Alors moi drague, nul à chier, moi je suis vraiment en mode bah voilà, je t'ai dit mon blaze. Du coup. Genre, bref, on parle vite fait, tu vois, après on n'a pas le temps de ouf, moi je suis en pause clope, je reprends et lui il va chercher ses trucs à la réserve. Ok. Les jours continuent de passer, on se parle pas plus que ça et tout, machin. Au bout de quelques semaines, vas-y, on se check quand même. Quand on se voit, on se check. Mais vraiment, il n'y a pas de parole. On ne s'échange pas de mots, d'accord? C'est juste, je le vois, il me voit, on se check, je vais à mon magasin, il va à son truc, voilà. Chacun fait sa vie. Un jour, je me dis, trop c'est trop, en fait. Il me check, on a échangé 2 mots. Donc là, je commence à me dire, lui, je sais pas ce qu'il a à me faire le timide ici. Mais moi, je suis super crevé, en fait. Donc un jour, je prends mon courage à 2 mains. J'écris mon numéro et mon prénom sur un petit papier. Un tout petit papier, je le plie comme ça et tout. Et quand je sors pour aller à la pause déjeuner, je vais le voir à son truc, je le check. Bon, peut-être je suis un dealer, on sait pas. Mais en même temps que je le check, je lui passe mon papier. Et je lui dis, t'as fait tomber ça tout à l'heure. Et je lui donne mon papier et je pars. Je me suis sentie tellement chaude. De toute ma vie, qui m'a donné le plus d'adrénaline, je me suis dit, oh la honte. Putain, je me suis dit, imagine, il s'en bat les couilles. Je sais pas, en fait, je sais pas. Au moment où je l'ai fait, j'ai regretté. Je me suis dit, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? S'il voulait, il t'aurait demandé. Il t'a pas demandé, il veut pas. Et avant que je revienne à mon magasin, il m'a déjà envoyé un message en me disant, coucou, ça m'a fait plaisir, je sais pas quoi. Je t'avoue, je t'ai cherché sur les réseaux, mais je t'ai pas trouvé. Mentiroso. Donc, enfin, j'ai ton numéro et tout. Enfin, j'ai ton numéro. T'avais qu'à demander, en fait. Tu vois, tous les jours, je te regarde comme une grosse dalleuse. Vas-y, bref. En train de lire en parallèle pour me souvenir de l'échange. Quel menteur! Donc, il me dit ça, ouais, enfin, j'ai ton numéro et tout, nanana. Et je lui dis, bah, moi-même, je t'ai cherché sur les réseaux, c'était pas concluant, donc fallait bien que je trouve une solution, tu vois. Il a dit quoi en réponse? Est-ce que vous savez, il a dit quoi, ce mort? En fait, je comprends pas comment j'ai pas vu qu'il mentait, tu vois. J'allais pas te laisser partir comme ça aujourd'hui. À ma pause, de toute façon, je serais passée. C'était trop pour moi. Parce qu'en plus, ce jour-là, bien sûr, si je l'ai fait ce jour-là, c'est que j'étais en bombe, j'étais trop belle, cheveux mouillés, détachés, curly sur vous comme ça, full jean. Non, j'étais trop belle. Ce jour-là, j'étais dans mon... Donc, c'était le moment parfait pour lui donner mon hume, en fait. Bon, bref, on va pas aller dans le détail de la conversation, parce qu'on a beaucoup parlé un tas par message et tout. Donc, il me raconte un peu sa vie. Me dire que voilà, sa mère est décédée, machin, qu'elle était malade et tout. Et moi, je suis en mode, oh là là, so sauvé, tu vois, j'espère que ça va et tout, nan, bref. Au bout d'un moment et tout, c'est moi qui ai proposé qu'on se voit quand même, parce que de toute façon, il sert à rien, ce mec. Que je lui dis, tel jour, telle heure, truc et tout. Ok. En plus, il était plein toujours de, là, je peux pas, parce que j'ai entraînement, je vais essayer de passer après l'entraînement, je vais essayer de passer avant l'entraînement, nan. En fait, c'est pas forcé. Je te trouve bien beau et tout, mais tu commences un peu vraiment à me gaver. Déjà, c'est moi, je viens de te donner mon hume. C'est moi, je parle avec toi. C'est moi, je te dis quand on se voit. Ouais, je suis ta mère, je suis qui, je comprends pas. Donc, bref, premier rendez-vous, il vient pas. Ok, vas-y, pas de galère et tout. Ça veut dire, moi, rageuse, je boude. Je parle plus trop avec lui. Et comme, en fait, on travaille dans le même centre commercial et en plus, dans le même truc, tu vois, il y avait un truc de, on dirait, on bossait dans le même magasin. Donc, en tout cas, on se l'est jamais vraiment dit, mais moi, je voulais pas trop que les gens, ils voient que, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est le taf, j'ai pas trop envie que tout le monde sache ma vie. Déjà, tout le monde parle un tas avec toi, comme si on est tous des amis. On n'est pas des amis, on travaille juste au même endroit. Bref. Donc, vas-y, on était un peu dans une ambiance de, on se voit, on se dit bonjour, mais neutre. Et même si je repars avec lui, bah, moi, je descends en premier dans le parking et lui, après, il descend et tu vois, on se capte à la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, ce jour-là, je descends au parking et tout, on va dans sa voiture. Je m'attends à ce qu'on aille faire un truc. Il me dit, il faut que j'aille récupérer d'abord un truc et tout chez mon père ou chez je sais pas qui, là, chez lui. Et je tiens à préciser qu'il était plus âgé que moi, il me semble. Pas de beaucoup, mais peut-être 1 ou 2 ans de plus que moi. Et du coup, voilà, vas-y. Donc on est sur la route. Pas beaucoup de conversation, mais vas-y, c'est pas grave, tu vois. Vite fait.
mais quand même un peu tactile. Ça me dérange pas. Donc je l'attends dans la voiture parce que je me dis aussi c'est 2 spies. Il doit juste aller chercher son sac pour l'entraînement, pour le foot. Donc voilà, il monte, il redescend normalement. J'attends. Le parking, j'attends. Le parking, la lumière s'éteint. On est dans le noir. Je suis toute seule dans la voiture, dans le noir. Dans un parking, pas chez moi. Je sais pas. C'est long de zinzin. Donc je me dis déjà quand il va redescendre, on va pas se voir. Il va devoir aller à l'entraînement. C'est déjà cuit, tu vois. Bref. Il descend, bien sûr. Ah ouais, là, ça va être chaud et tout. Vas-y, je te dépose. Ouais, bah, tu sais, dépose-moi. Il me dépose. On doit se revoir une autre fois. On se voit. On se galoche. C'est ça ma faiblesse. Bien sûr, je le dis pas, mais dans les conversations, il est... Tu vois, il mange comme ça, mon cerveau. Il mange comme ça, miette par miette. Donc, bref. On se voit et tout. Pareil, encore une fois, il est censé venir me chercher pour qu'on fasse quelque chose, mais au final, on n'a pas bougé de devant chez moi. Voilà, devant mon portail, comme ça, carré devant chez moi et tout. Bref, on sort de la voiture, on est posé comme ça et tout. Ça se galoche, c'est incroyable. Incroyable. Ouais, mais quand même, j'ai un petit peu. J'aime pas trop là. La première fois, tu me mets avant, la deuxième fois, je reste dans le parking. Troisième fois, on est juste devant chez WAM. J'ai pas 15 ans. Donc un peu ça me saoule, mais en même temps. Et puis il avait des fesses dingue. En plus comme il était très grand, ça veut dire que moi debout, genre ma tête elle arrive là, genre en dessous des pecs. Ça veut dire vraiment à ma hauteur, les fesses comme ça. Une cambrure incroyable, des fesses bien fermes, des footballeurs fermes. Bref, ça se galoche, on fait un peu une pause du galochage. Et puis on se pose dans la voiture, on discute un peu. Et moi, sur le ton de la déconnade comme ça, tu vois. Parce qu'en plus, je suis allongée comme ça. Sur ces petites cuisses, hein. Ma tête comme ça, côté de sa beuté. Je suis comme ça, un peu pensive. Et pour rigoler, je dis, mais t'as des enfants, toi? En rigolant, parce que je me dis, bah bien sûr que non, en fait. Ça fait je sais pas combien de mois qu'on se discute. Depuis, s'il m'a dit que sa mère était morte, logiquement, il pourrait me dire qu'il a des enfants. T'es bête ou quoi? Et contre toute attente, il me dit oui. Il me dit oui. Et du coup, bah, je m'attendais pas, parce que vraiment, moi, je le disais en rigolant. Non, c'était une blague. Et comme il m'a dit oui, c'est devenu plus une blague. Donc, j'étais en mode, je me suis redressée, là, parce que là, faut quand même qu'on se regarde un peu dans les yeux. Je comprends pas très bien ce qui est en train de se passer. J'ai comme ça, genre en mode, sérieux? Genre, en vrai de vrai? Il me dit oui. Mais très, tu vois, stoïque. Oui. Je dis d'accord, et donc tu comptais jamais me dire ou peut-être c'est moi je suis complètement cinglée, je comprends pas ce qui se passe. Il me dit bah tu m'as jamais demandé. Ah d'accord. Autant pour moi. Oh putain c'est mon son. She know that I don't play about the second business day. It's Tuesday. Send them titties to my phone right now. Bref. Et donc, je lui dis, ouais, tu comptais jamais me dire et tout, nan. Il me dit, bah, tu m'as pas demandé. Je dis, ok, mais ça. Enfin, bref. Je lui dis, bah, du coup, c'est une fille, un garçon, enfin, je sais pas, comment ça te dire. Maintenant que t'as dit que t'avais un enfant, on va jusqu'au bout de l'information, en fait, je comprends pas. Il me dit, une fille. Quel âge? C'est moi, je dois poser toutes les questions. Ça commence un peu à m'énerver. Tu vois, la conversation, elle commence un peu à me saouler, parce qu'il répond, c'est bon? Quel âge? 5 ans et tout. Ok, je dis bah du coup je vais te demander parce qu'apparemment si je te demande pas tu vas jamais dire. T'es encore en couple avec la daronne de l'enfant ou je sais pas. Parce qu'apparemment si je demande pas en fait on me donne pas les infos. Il me dit non on n'est plus ensemble et tout nan. Depuis quand? Depuis hier, depuis je sais pas. Dis. Vous allez me dire mais Elena fallait seulement lâcher. Mais moi j'étais obsesse. Le boug était trop beau voilà. Ok, on a le droit d'être un peu des crevards dans la vie. Moi j'étais une crevarde. Première fois de ma vie un boug aussi incroyable magnifique. J'ai pu goûter la chair de sa chair. Pardon, je reste encore un peu accrochée, j'ai besoin de savoir un peu plus d'informations. Donc, je sens son discours, il est un peu bizarre. Et moi, t'as des enfants, je veux savoir comment tu t'occupes de tes enfants. Est-ce que t'es proche, est-ce que t'es pas proche, est-ce que t'as la garde, t'as pas la garde. C'est très important. Très important, parce que ça va très bien me dire quel genre de personne tu es.
Voilà. Là, je lui demande un peu, ça se passe comment avec sa fille? Est-ce qu'il la voit? Est-ce qu'il la garde et tout? Et il me dit non, c'est la mère qui a la garde et tout. Ok, je dis mais du coup tu la vois beaucoup? Tu la vois pas beaucoup ta fille? Est-ce que t'as envie de la voir? Est-ce que t'aimes ton enfant finalement? Il me dit ouais non, je l'aime trop et tout machin, mais après c'est vrai que je la vois pas, enfin je la vois pas beaucoup. En vrai je la vois quand je veux. Tu la vois quand tu veux, mais en vrai tu veux pas trop. Donc bref, j'insiste pas sur le sujet, j'ai capté. Moi personnellement en tout cas, je me suis fait mon avis. Tu es un mauvais père. Voilà, c'est bon. En fait, 3 éléments. T'as un enfant, t'en parles pas. Moi j'ai pas d'enfant, j'aime trop faire la blague de dire que j'ai un enfant. Je dis oui, j'ai une fille et tout, en parlant d'oser. Juste pour voir la réaction de la personne en face. Comment elle réagit si je dis que j'ai un enfant. Et si je vois que la personne elle réagit bien, je dis non, je rigole, c'était un chien. Ouais, je suis une meuf comme ça. Je suis une vieille meuf, je l'ai dit, mettez-le vous en tête, je suis une vieille meuf. Donc bref. T'as un enfant, t'en parles pas au premier abord, déjà, je te trouve bizarre. Je peux comprendre que dès le départ, dire ouais j'ai un gosse, c'est bizarre. Maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, qu'on se voit, qu'on truc, tu parles avec moi, tu parles dans ma tête toute la journée. Il y a un moment, tu peux glisser, ah je t'ai pas dit j'ai une fille, tu vois. Le fait qu'en plus, quand je te demande, tu fais le mec qui veut pas trop dire, je suis obligée de te demander c'est une fille, c'est un garçon, elle a quel âge, depuis quand, c'est moi je dois te demander tout, ça commence un peu à me saouler. Et en plus, quand je te demande est-ce que tu la vois et tout, tu commences à dire ouais, si j'ai envie, tu sais, je peux aller la voir, je peux la voir quand je veux, sa mère elle est d'accord, si je veux, je peux faire ça, si je veux. Mais tu me dis pas trop des ouais, tous les week-ends je vais la chercher, ou ouais, je l'ai une semaine sur 2, ou ouais, la semaine dernière on allait là-bas, tu vois. T'es que dans des si j'ai envie, je peux le faire. Moi j'entends, j'ai pas trop envie de m'occuper. Voilà. Donc tu es un mauvais père. C'est pas grave. On peut quand même peut-être trouver un autre. C'est pas vrai, je rigole. Je dis ça pour le content de la story time. Mais sur le coup, vas-y, j'essaye de pas trop me concentrer là-dessus. Je me dis, je vais pas le juger là-dessus. Voilà. On connaît pas les circonstances, on sait pas comment ça s'est passé. Je sais pas comment ça se passe avec la mère de l'enfant et tout. Donc, ok, bref. On continue de se parler vite fait et tout. On se revoit un autre soir. Toujours posé dans la voiture, parce que apparemment je suis une meuf des voitures et je mérite pas plus qu'une voiture, donc c'est pas grave. On se pose, on discute un peu. Et on parle un peu, mais très vite, il est au téléphone avec un pote. Donc déjà qu'on fait rien de particulier. Et en plus, la plupart du temps, t'es au tel avec ton gars. Genre, tu peux pas... Je suis une vieille meuf, oubliez pas, je suis une vieille meuf. Tu peux pas juste raccrocher. Enfin, en fait, sinon, si ça te fait chier que je sois là, je me casse, tu vois. Et me fais pas sortir de chez moi pour que je t'écoute parler au téléphone avec un boug. Bref. On discute un peu, ça se galoche un peu. Il a envie d'aller un peu plus loin, je lui dis mollo, mon gars, mollo. Parce que moi, le truc de l'enfant, je l'ai toujours là, au milieu de ma gorge. Donc ça va pas être possible. Donc je lui dis, tu sais quoi? Je vais rentrer chez moi en fait. Je suis très crevée, depuis tout à l'heure t'es au téléphone et quand tu raccroches, c'est pour que je te péponds. Ça va 2 minutes. Je vais rentrer chez moi. Le temps passe et tout, on continue de se parler un peu. Moi, je pars en vacances en Espagne. Il me fait... Non, avant de partir en vacances en Espagne, il commence à me dire un délire de... Oui, j'ai un oncle qui va venir, machin, mais en fait, il n'y a pas la place chez mon père, je sais pas quoi. Donc, il me raconte une histoire rocambolesque. Comme quoi, il doit prendre un Airbnb pour son oncle qui va venir en vacances et tout, mais en fait, il peut pas avec sa carte, parce qu'en fait, sa carte, elle est bloquée, je sais pas quoi, il doit recevoir une autre... T'as compris, il me demande de l'oseille. Moi, je suis bête, mais je suis quand même pas non plus la dernière des connes, en fait, tu vois. Et moi, tout de suite, dans ma tête, je me dis quoi? Il veut baiser une meuf. Tout simplement baiser une meuf. Il peut pas le faire chez lui parce qu'il y a son père et sa soeur ou je sais pas qui. Donc il veut prendre un Airbnb. Et en plus, comme c'est un clochard, Clarisse et moi j'ai payé l'Airbnb pour qu'il baise une autre meuf. Arrête. Donc je fais genre ah ouais et tout. Ah je t'aurais bien aidé mais en vrai là ça n'a pas marché et tout. J'ai essayé de mettre avec ma carte mais je crois que j'ai déjà dépassé mon plafond. Parce que je fais genre je lui dis vas-y donne et tout, je vais payer avec ma carte, donne les infos et tout du Airbnb. Je vois l'Airbnb, il est bien, hein, il est beau, hein, genre toi ton oncle tu veux le mettre bien, hein, un beau truc, une belle vue et tout, terrasse, tu le mets bien ton clé, on sait bien, tu respectes les anciens, c'est bien. Bref, le temps passe, je commence à être lassée de lui parce qu'il est beau mais au final il est juste beau quoi, il n'y a pas plus de conversation que ça. Et puis tout ça là, je suis deg un peu. Et en plus, j'ai surpassé ma timidité. J'ai fait le premier pas. Je suis venue te donner mon hume et tout. Ah, je suis triste. Je suis deg d'avoir fait tout ça pour ça, tu vois. Voilà. Donc, il commence à me faire un peu des crises en mode ouais, t'es sérieuse et tout. Je te parle comme ça. Je dis, je t'ai pas normal.
Tu veux que je te dise quoi en fait? J'ai rien à dire. Pourquoi tu m'as appelé le message? J'ai rien à te dire. Voilà. Je te dise quoi? Donc bref, voilà. Je finis mes vacances en Espagne, je reviens d'Espagne, il commence un peu à me parler, mais moi ça y est, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Donc je lui dis clairement un message que voilà, en fait c'est bon, tu vois. En fait c'est bon et tout. Donc on commence à avoir un peu une espèce de petite animosité, tu vois. Ça s'envoie plus trop des messages, mais ça s'envoie quand même des pics un peu. Surtout lui, il m'envoie des trucs en mode... quand j'allais travailler du coup, quand je le voyais, je le regardais plus, je lui disais plus bonjour, rien. Genre, je fonçais en tout droit comme ça à mon taf, à mon magasin, et ça y est, ciao. Et une fois que j'arrivais dans le magasin, je recevais un message. Passe une bonne journée, Elena. Tu veux quoi? Je veux pas te parler. En fait, aussi, on en revient au j'ai pas envie de vous parler. En fait, arrêtez de me forcer de parler avec vous, j'ai pas envie de parler avec vous. Et donc, voilà, ça a duré vas-y, même pas quelques semaines. C'est bon, il est passé à autre chose. Mais tout ça, c'était pour dire la première personne qui avait un enfant qui m'a pas dit, j'ai dû découvrir. Et l'autre, je pense que je vais le dire dans une autre story time parce que lui aussi. L'autre c'est pire parce que il était dans. Vous savez pas, ça reste une blessure de mon passé. Parce que le bout. J'aurais pu pleurer. Tellement je le trouvais beau. Et je vous ai pas trop parlé des conversations en message parce qu'il y en avait vraiment un tas. Mais il y avait beaucoup de choses dans les conversations. C'est pour ça que je l'ai appelé grand menteur. Il y avait beaucoup de choses qui disaient. En fait, tu mens pas bien. Donc, on voit qu'il y a des trucs, ça s'emboîte pas trop. Tes mensonges, ils fonctionnent pas ensemble. Il y a des trucs bizarres. Tout ce qu'il me disait, je le croyais plus trop. Et en même temps, je m'en fous un peu. Tu vois. Donc, voilà, petit à petit, ça a mené à ce truc de déception. Je crois le boug le plus beau de ma vie. Et ma plus grande déception de ma vie. Parce que moi, jusqu'à présent, je donnais un peu sa chance à qui se présente. Tu vois, j'étais un peu en mode... Je voulais pas me concentrer sur le physique, en fait. Maintenant, je vais que me concentrer sur le physique, je vous le dis. Parce que je pense que j'ai eu ma dose de gens à qui j'ai privilégié la personnalité. We should let it go. J'ai trop privilégié la personnalité et au final, c'était quand même des fils de pute. Donc, non, maintenant, je vais privilégier le physique. Comme ça, au pire, je me fais un kiff. Voilà, ça y est. On assiste ici au naufrage d'une femme qui a confondu beauté physique et valeur d'homme. Elle nous raconte son obsession pour un spécimen de 2 mètres, un fantasme sur pattes qui l'a fait bégayer au point de lui donner son numéro sur un plateau. Mais la chute est brutale. Derrière le sourire parfait et la carrure de basketteur se cachait un clochard gratté qui vit chez son père, cache l'existence de sa fille de 5 ans et essaie même de lui soutirer de l'argent pour payer un Airbnb sous un prétexte bidon. Le plus pathétique, c'est son aveu final. Après s'être fait balader ghoster pour des entraînements de foot et avoir servi de chauffeur à un type qui ne la calculait même pas, elle décide que la solution est de privilégier encore plus le physique à l'avenir. Elle a subi le mensonge, le manque de respect et l'irresponsabilité paternelle, mais comme le bout était trop beau, elle a tout accepté jusqu'à l'épuisement. C'est l'illustration parfaite de la femme qui choisit ses partenaires sur des critères purement superficiels et qui s'étonne ensuite de ne récolter que des déceptions. Elle a confondu un trophée visuel avec un partenaire de vie et elle finit avec une storytime amère et un McDo pour seule consolation. Que se passe-t-il lorsque l'on réunit 10 filles dans une maison sans aucun adulte? Contrairement à ce que l'on observe chez les garçons, tout commence ici dans le calme. Les règles sont pourtant les mêmes. Aucune présence parentale, 10 inconnues de 10 à 11 ans livrées à elles-mêmes pendant une semaine sous l'œil des caméras. Dès les premières heures, la différence est plutôt saisissante. Les filles regroupent tous leurs lits dans une seule chambre pour dormir ensemble. Elles s'organisent comme une véritable petite communauté, préparent de vrais repas, font le ménage et se répartissent les tâches, allant même jusqu'à décorer la maison et tenir un journal de bord commun. Mais cet équilibre va rapidement basculer. L'une d'elles finit par prendre le contrôle et tente d'imposer sa loi, provoquant la révolte des autres. Les reproches se multiplient. Les tensions virent même au personnel. Le groupe finit par isoler l'une des participantes, qui s'effondre en larmes, seule dans la salle de bain. Puis, le vent tourne. Celle qui jouait les chefs est à son tour rejetée. Le groupe se lie contre elle et l'atmosphère devient terriblement toxique. Au 5e jour, la pression devient insupportable et 2 filles craquent. Sophie, à bout de nerfs, décide d'abandonner l'aventure prématurément. Pour les 8 restantes, c'est le déclic. Elles organisent une réunion de crise pour s'excuser et tenter de finir l'expérience soudées. Dans un dernier geste de cohésion, elles partagent un ultime repas collectif et nettoient entièrement la maison avant de tirer leur révérence. Cette expérience sociale est une démonstration fascinante de la psychologie de groupe féminine.
Là où les garçons s'organisent par la hiérarchie physique et le chaos immédiat, les filles commencent par une harmonie de façade. Elles créent une communauté parfaite, cuisinent, nettoient et décorant. Mais ce vernis de coopération cache une réalité bien plus brutale. Dès qu'une leader tente de s'imposer, le groupe ne répond pas par la confrontation directe, mais par l'isolement émotionnel, les reproches et les larmes. C'est le règne de l'agression passive et de la torture psychologique. En quelques jours, l'ambiance devient si toxique que des participantes s'effondrent, seules dans une salle de bain, rejetées par la meute. Le groupe se ligue contre les individus un par un, créant une pression insupportable qui mène à l'abandon. Ce n'est qu'au bord de la rupture totale qu'elles retrouvent une cohésion, non pas par amitié, mais par une gestion de crise collective pour sauver les apparences avant la fin. Cette expérience prouve que sous la douceur apparente de l'organisation féminine se cache souvent un système d'exclusion d'une violence psychologique redoutable. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.